Bonjour à tous. Effectivement, on va essayer de vous parler un petit peu de cette histoire de ce product owner qui s'est lancé dans le développement de solutions SaaS, qui ne s'est pas inquiété des aspects sécurité et pour qui ça a failli mal tourner. Et effectivement, Marc, je suis très content parce que le boss nous a lancé sur un nouveau projet. Il a une idée qui va disrupter le marché. C'est un truc de fou. On va faire de la collecte de data input directement auprès des utilisateurs. On va faire mâcher ça dans du machine learning, le tout dans une solution SaaS qui va nous faire du reporting de fou on demand. C'est la folie. Bon, je comprends pas tout, mais ça a l'air pas mal. Vous en êtes où? Ah bah on avance bien, hein. Du coup là on a déjà réfléchi à notre archi, on l'a déjà conçu, c'est bon, ça c'est parti. On a même commencé à se lancer dans le POC et tout, on avance bien, donc on est assez content. Ouais, sur l'archive, vous partez sur quel genre de... Ah bah là c'est assez classique, hein. On va avoir un petit backend qui va nous pousser toutes les API en REST, après on va le consommer avec un framework JS qui va bien. Et, Je parlais plutôt en termes de sécurité. Vous aviez pensé à quelque chose? Oui, bah, la sécurité, bon, tu sais, les devs, ça va, hein, ils gèrent, ils font attention. Ouais, parce que nous, on fait du pentest, je sais pas si tu vois. Ouais, c'est le framework JS, là. Non, pas tout à fait. C'est des tests d'intrusion. On simule pour nos clients des attaques informatiques, donc sur leur site, sur leur frigo connecté, sur leurs infrastructures réseau. Alors, je veux pas trop te faire peur, mais c'est rare qu'on ait rien à dire du tout. D'accord. Ok. Et du coup, ça correspond à quoi? Tu vois, les intrusions informatiques, c'est pas forcément des trucs de ninja comme à la télé ou comme dans Matrix. Il y a des choses quand même super simples qui peuvent faire très mal. Tu vois, sur ton appli en mode SaaS, il y a pas mal de formulaires. Si jamais dans ton formulaire, au lieu de mettre un PDF, je mets un PHP qui ressemble à ça, ça va peut-être être un petit peu embêtant pour toi, quoi. Ah, ça, c'est pas faux qu'on en a un petit paquet de formulaires, nous. Tu veux qu'on regarde ton POC? Ouais, peut-être, ouais. Mais ça correspond à quoi exactement, un test d'intrusion? Alors globalement, une appli en mode SaaS comme la tienne, on a deux approches. On va appeler la première la boîte noire. C'est l'attaquant sur Internet qui n'a pas du tout d'informations. Donc tu nous donnes ton adresse, on y va, et puis on regarde. Et la deuxième approche, c'est la boîte grise. Donc on va utiliser des comptes, et puis on va épuiser toutes les fonctionnalités de ton application et chercher un petit peu des failles là-dedans. Plus dans un scénario, un compte a été dérobé, ou tu as un utilisateur malveillant sur ta plateforme qui cherche un petit peu à s'évader ou à faire des choses. Le but, c'est de raisonner en mode scénario, pas forcément d'être exhaustif sur toutes les failles, mais de dire concrètement, un attaquant motivé, qu'est-ce qu'il peut faire en temps de temps, en voulant t'attaquer, quoi. Et à l'issue de ces tests purement techniques, on va te présenter des petits scénarios qui montrent globalement ce qu'on a su faire et ce qui présente un vrai risque pour ta plateforme, avec le détail technique de toutes les vulnérabilités pour que tu puisses corriger. On essaye de classer par criticité et par difficulté d'exploitation. Ok. Voilà. Go. Bon, bah, go. Ça s'est bien passé. Ton pentester, il s'est très très bien occupé de moi. Et donc, il a trouvé différents sujets. Donc, après, partant de là, je me retrouve avec un rapport, avec tout un ensemble de vulnérabilités identifiées. La question, c'est comment on attaque le morceau. La première étape, c'est déjà que on a la chance d'être en contact avec un expert de la sécurité. Donc, on va peut-être pouvoir déjà discuter avec lui. Il va savoir nous expliquer déjà les brèches qu'il a trouvées, la façon dont il les a trouvées. On parlait de scénarios tout à l'heure, effectivement, il va pouvoir nous monter des scénarios d'exploitation, nous expliquer qu'en passant par là, puis en faisant ça, puis en tournant à gauche, il va arriver à prendre le contrôle de l'appli assez rapidement. Donc on va pouvoir discuter là-dessus, et puis pareil, c'est un technicien, donc il va être en mesure de nous proposer des solutions pour corriger les problèmes, quoi. Donc voilà, c'est le premier point, c'est le débrief. Et puis ensuite, on y va, hein. On va patcher, mais bon, je pense que maintenant, tout le monde travaille assez correctement. On travaille tous avec des planifications de dev. On a nos cycles de dev qui sont calés, notre backlog. Faut penser à la planification. On ne va pas se lancer là-dedans, tout arrêter, tout couper. En tout cas, pas nécessairement.
Donc si on commence à parler de planification, va falloir aborder deux aspects. Donc c'est déjà, est-ce que l'audit avait été programmé? Est-ce que, comme ce qu'on venait de présenter, c'est quelque chose qu'on s'est programmé? Donc on essaie de se démerder pour que l'audit il tombe correctement dans nos cycles de dev. Le rapport il tombe et on est en mesure de manger la correction et de travailler sur les vulnérabilités cycle d'après. Mais c'est pas toujours comme ça. Des fois, on se tape des audits externes. Donc là, ça peut tourner n'importe quand, on n'est pas trop prévenu. Enfin, ça dépend comment ça se passe. Mais bon. Donc là, ça peut être un petit peu plus hasardeux. Et puis le deuxième gros sujet, ça va être la criticité. Ce qui est intéressant dans le pentest en général, en tout cas partout où on est passé, c'est que une des règles, c'est que si jamais au cours de l'audit, il y a une vulnérabilité critique qui est découverte, l'auditeur il ne va pas s'amuser à continuer tranquillement son chemin et à lister, à empiler les vulnérabilités. Il va revenir vers nous, il va tout de suite nous alerter sur la criticité, quoi, en nous prévenant du danger pour l'application et pour tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, c'est pas toujours simple. Donc il va falloir savoir un peu se préparer à ces audits. Donc soit on arrive à les programmer, soit on arrive un petit peu à gérer la criticité. Si jamais l'auditeur il se ramène et puis il nous dit que bon voilà, c'est hyper critique et puis que ça a des attaques assez profondes dans l'appli qu'il va falloir travailler assez profondément sur l'appli, sur la façon dont on conçoit, dont on développe, ça va pouvoir neutraliser un sprint, quoi. On va pouvoir être amené à neutraliser un sprint, on retravaille tous ensemble et on voit comment on arrive à intégrer en urgence des correctifs pour tout ce qui a été détecté en critique. Et puis c'est pas tout. Donc effectivement, là, Marc et son équipe, quand ils attaquent par scénario d'attaque. Donc ils se mettent un petit peu dans la peau du malveillant, avec ses capacités, de ce dont il dispose comme information. Il attaque et il va trouver des vulnérabilités. Donc on va savoir transcrire dans le code. Effectivement, on n'a pas blindé un morceau de code, on n'a pas fait attention à une réécriture d'URL. Enfin, on peut imaginer tout un ensemble de trucs. Mais rien ne nous dit que ce qu'il a trouvé, ça se trouve pas ailleurs, plus difficile à trouver, ou alors quelque chose qui va s'ouvrir plus tard, quoi. Donc ça veut dire que quand on commence à travailler sur des vulnes comme ça, il va falloir savoir prendre de la hauteur et dire ok, qu'est-ce qu'on a trouvé comme faille et est-ce que ça se reproduit par ailleurs? Est-ce qu'il faut qu'on travaille plus profondément, qu'on envisage une revue de code un petit peu plus profonde sur ce qui a été détecté, quoi. De manière plus générale, en fait, un retour d'audit, c'est une façon aussi d'apprendre sur la sécu. Donc, globalement, le meilleur moyen de bien profiter de cet événement, on a envie de dire, c'est de permettre un petit peu à tout le monde de s'améliorer sur la sécu. Donc, de savoir étudier les choses, étudier le code, et pour les développeurs, de s'aguerrir, donc éviter de reproduire la même chose la prochaine fois, pardon. Donc c'est un sujet important, c'est de permettre aux équipes d'évoluer aussi sur la cyber. Il y a sûrement tout un ensemble de développeurs chez vous, vous avez du temps pour de la veille et tout. Faire de la veille sur la cyber, c'est pas innocent non plus, c'est assez important. Moi, au fur et à mesure des différents événements qu'on a eu comme ça, on a eu en fait une espèce de sensibilité qui est apparue parce qu'effectivement, on a eu plusieurs cycles, on nous a remonté plusieurs vulnes et puis on commence à trouver des patterns qui se détachent. Donc, si je reprends ma casquette de product owner, si on parle de la dernière mise en prod où on a mis en place 2 killer features, une qui est la gestion de groupe entre plusieurs utilisateurs. Tiens, c'est sympa, on peut se faire des groupes et puis on va commencer à avoir une notion d'habilitation, des gens qui ont plus de droits que d'autres, des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres sur l'application. Et puis la deuxième killer feature, c'est tiens, je peux te pousser des informations à moi. On commence à se faire des partages de données. Et avec l'expérience, ça commence à faire tilt, ça commence à parler élévation de droits. Donc est-ce qu'un utilisateur qui n'était pas censé être habilité pour faire telle ou telle manipulation, sur le coup d'une erreur de code ou sur le coup d'un acte malveillant, va arriver à se monter en droit et va arriver à accéder à des fonctionnalités ou à des données auxquelles il n'avait pas accès normalement. Le partage d'informations, ok, on commence à faire tomber les cloisons, on appelle ça le décloisonnement, hein. On commence à faire tomber les cloisons entre les différents utilisateurs, on commence à se partager des choses. Qu'est-ce qui se passe si y a une cloison qui est mal montée, quoi.
Donc voilà, donc, moi quand je commence à apparaître ces nouvelles fonctionnalités, où ça décloisonne, où ça commence à allouer des droits à des personnes et pas à d'autres, à donner accès à des fonctionnalités et pas à d'autres, tout de suite ça fait tilt. Et maintenant je vais revenir vers les équipes sécu et dire qu'est-ce qu'on fait, c'est un gros sujet, c'est un petit sujet, on est en cours d'audit, on est hors de l'audit, bon, on va commencer à faire un petit peu des petits triggers comme ça qui vont nous amener à penser sécurité et essayer de voir comment on peut traiter le problème. Bon, voilà, c'est bon, je suis armé, je suis sécure. Bon, c'est pas mal. Déjà, tu as commencé à faire des pentests, donc ça t'a donné des résultats, on va dire, pragmatiques, assez rapides à exploiter. Maintenant, je suis désolé, mais c'est que le début. La sécurité, bon, le pentest, c'est bien parce que c'est assez pragmatique, ça va permettre d'avoir un cliché instantané du niveau de sécurité de l'application. Mais on peut pas se limiter à ça. Typiquement, vous avez probablement tous été confrontés à titre pro et perso aux attaques de phishing par email ou par messagerie instantanée, etc. Ça, globalement, le pentest, ça ne sert pas à évaluer ou à détecter ça. Et malgré tout, si moi, demain, je me mets à envoyer des mails piégés à ton équipe et que j'essaye de récupérer les identifiants du GitLab, le webmail, le Jira, peu importe, ou pire, que j'essaie de leur faire exploiter et exécuter une pièce jointe qui permet de prendre le contrôle du poste, bon, bah, ça, le pentest, tu n'as pas préparé pour, et finalement, le risque est quand même assez fort pour toi. Donc ça, c'est juste un exemple. Et puis, il y a autre chose, c'est les failles de sécurité qui ne dépendent pas de toi, en fait. C'est-à-dire que toi, tu vas t'appuyer sur des stacks applicatifs, sur des socles systèmes, etc., qui vont se retrouver un jour ou l'autre vulnérables. Et tu as beau avoir bien fait ton job, avoir fait des itérations de pentest, corrigé, etc., quand il y a une faille qui apparaît dans ta stack, bah, tu dois réagir en urgence. Là, j'ai pris juste un petit exemple concret. Vous avez peut-être vu dans l'actu, il y a eu une faille qui a affecté Apache Struts. Clairement, on trouve une faille dans Apache Struts et votre appli elle repose sur Struts. Vous avez beau avoir pu bien coder, bah, c'est pas vraiment notre faute. Donc là, c'était juste pour illustrer un petit peu, mais si je mets dans l'URL des opérations puis que je vois que le serveur il me les renvoie en les évaluant, bah, moi, comme je suis un peu tordu, bah, je vais essayer de regarder un peu ce qu'on peut faire dans l'introspection Java et puis je vais m'en servir pour aller injecter de l'exécution de code ou des choses comme ça. Et ça, bah, en une requête, bah, je vais venir taper sur votre serveur des commandes comme si j'étais 3W ou 3W Data, quoi. Du coup, comment t'anticipes ces choses-là, toi, Ngoulen? Ok, donc nouveau plan de bataille, effectivement, c'est un nouveau sujet à traiter, donc qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, la réponse c'est qu'on va pas se faire un pentest toutes les semaines, hein, c'est pas non plus le but, donc on va déjà s'assurer de s'appuyer sur des principes sécuritaires. On va tout simplement une hygiène de sécurité classique, on change régulièrement nos mots de passe, et puis on intègre la dimension sécuritaire dans nos revues de code. Donc effectivement, pareil, la revue de code, ça devient quelque chose qui est assez classique, assez pratiqué. Pourquoi pas intégrer une dimension sécuritaire? Donc quand on relit le code d'un petit copain, on commence à regarder si il a bien bédonné les URL, s'il a bien bédonné les droits, etc. Pourquoi pas aussi se faire une checklist en pré-prod. Donc quand on lance la pré-prod, pourquoi pas commencer à tester de façon un peu malin. Donc pareil, hein, c'est classiquement on teste que ça marche bien, qu'on n'a pas régressé, machin bidule. Pourquoi on se met pas non plus à tester des trucs un petit peu vicieux, genre je tente un petit peu de réécrire les URL, j'essaie de voir si je peux pas réafficher un bouton qui est masqué. Enfin voilà, on peut tenter d'être désagréable dès la pré-prod. Un autre point qui est assez intéressant, c'est la veille sécuritaire. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire en termes de veille? Eh ben, on va se mettre à se brancher sur les stacks qu'on utilise. En général, tous les frameworks et toutes les technologies majeures mettent en place des mailing lists de sécurité où ils vont émettre des billets sécuritaires si jamais une faille est détectée, s'il y a quelque chose d'assez critique sur la sécurité qui est remonté. Ces billets pouvant amener de l'information sur comment se protéger en attendant l'arrivée du PFI ou ce genre de choses. Donc pareil, on se branche en veille là-dessus pour essayer un petit peu d'anticiper les mouvements et d'être un petit peu à jour sur nos stacks. Et puis le troisième point, c'est une fois encore, hein, c'est un peu de la sérendipité, mais nous on a la chance d'être avec une équipe de pentesters à la maison, on discute avec eux, on voit un petit peu ce qui se fait dans le monde de la sécu, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Après, une conf comme ça, c'est aussi, il y a aussi là-dedans qui se planquent des gens qui s'y connaissent bien en sécurité, avec qui il est intéressant de discuter pour voir un petit peu leur passé, leur existant en termes de sécu. Ah, là, je suis beaucoup mieux.
Je suis désolé, mais bon, on s'améliore, hein, on va vers le mieux, mais il y a encore d'autres choses que tu peux prendre en compte. Nous, en termes de sécurité, on n'aime pas dire que c'est sécurisé. Globalement, le risque zéro, c'est quelque chose qu'on a reconnu comme quelque chose qui n'existe pas. Il y aura toujours une erreur humaine, un nouveau type d'attaque voilà, qui n'était pas connu avant. Et puis même si au cours du pentest, on a remonté des failles avec une probabilité extrêmement faible parce que c'est complexe ou que c'est bien caché dans l'application, il y a peut-être quelqu'un qui va la trouver quand même en cherchant un peu, quoi. Du coup, si tu pars du principe qu'à un moment donné, les attaquants ils vont quand même rentrer et qu'ils vont être là, qu'est-ce que tu peux faire pour bloquer un petit peu cette intrusion quand elle est là? Ok, donc je me suis bien bétonné et tout, et malgré tout, il rentre. Bon, du coup, alors, je vais mettre un système de sécurité en place. Qu'est-ce que je fais? C'est que je me mets un petit module qui va bien, je commence à écouter un petit peu les actions des utilisateurs, je les enregistre, je vois qu'est-ce qui se passe, et puis je commence à faire des choses un petit peu malines. Donc j'analyse les actions utilisateurs. Bon, une IP qui essaie de s'authentifier assez régulièrement et qui se trompe beaucoup, soit on a quelqu'un qui n'est pas très doué, soit on a quelqu'un qui essaye de rentrer. Pareil, un mec qui essaye d'accéder à des API qu'il ne devrait même pas voir ou auxquels il n'a pas le droit, c'est bizarre. Bon, une fois, mettons, un accident, 2, 3 fois, voilà. Et sur tous ces actes, tous ces comportements qui sont un peu bizarres, je commence à faire du log. Je me dis, tiens, il y a tel utilisateur à tel moment qui a essayé de monter ses droits, il y a tel IP qui a essayé de se connecter 10 fois. Bon, c'est bizarre, je m'envoie des mails, je monitore tout ça. Déjà, tout ce que tu fais au niveau applicatif, c'est top. Tu peux aussi t'appuyer sur des produits qui existent. Alors, il y a des choses qui coûtent pas cher ou qui sont gratuites. Il y a des produits open source. Vous connaissez peut-être Mode Security. C'est un module que tu viens greffer sur Apache et qui va bloquer toutes les requêtes qui ressemblent à des motifs d'attaque connus. Donc ça peut être intéressant, c'est facile à configurer. Il y a Fail2Ban qui est très connu, qui va permettre de bloquer vraiment les tentatives d'authentification dont tu parlais. Et puis si on va pousser un peu plus loin et que tu veux faire de la détection sur ton réseau, il y a des outils comme Snort, pareil, qui sont gratuits, open source, qui peuvent à la fois détecter les intrusions, et puis tu peux les brancher avec ton firewall, et ils vont créer des règles en live pour bloquer ce type d'attaque. Et puis alors, après, il y a le sujet du durcissement. Donc, le durcissement, c'est globalement, c'est s'assurer que les confs sont bonnes, qu'on a bien appliqué toutes les bonnes pratiques sur les configurations de nos équipements et tout. Bon, là, ça commence à être pointu. Là, soit on a des développeurs extrêmement éveillés, extrêmement pointus sur ces sujets-là. Bon, tant mieux, c'est top. Sinon, là, il va falloir s'appuyer sur des experts. Ouais, en fait, l'esprit du durcissement, c'est un peu ceinture et bretelle, quoi. On va en remettre une couche pour s'assurer que c'est bien protégé. Et nous, de notre côté, du côté attaquant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va changer un peu de paradigme. Au début, on parlait de boîte noire, boîte grise, en fonction des types d'attaques qu'on va mener. Là, on n'est plus vraiment dans une approche intrusion, on va être dans ce qu'on appelle une boîte blanche. C'est-à-dire on va travailler en transparence complète tous les deux. On va ouvrir le capot de ton application, de ton serveur, du frigo connecté dont on parlait tout à l'heure. Et on va relever tous les éléments, par exemple, de la configuration, et on va les comparer un par un aux meilleures pratiques en termes de sécurité. Donc on va se baser sur des référentiels qui sont fournis par l'éditeur. Par exemple, Microsoft, Oracle, etc. vont produire ces documents-là sur lesquels on peut se baser pour vérifier le niveau de conformité. Et puis il y a des guides de durcissement qui sont publiés par des entités indépendantes. Les entités américaines comme le CIS ou la NSA produisent des guides de durcissement qu'ils utilisent eux-mêmes en interne. On a une agence française, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui publie également des guides qui sont très bien pour durcir des équipements. Et puis nous, après, on fait des pentests régulièrement, donc forcément, il y a des choses qu'on repère et qu'on note, et puis on essaye de vous dire ce qui est pas mal à faire pour durcir un peu votre système. L'objectif, en fait, c'est, en complément du test d'intrusion, de trouver ce qu'on n'aurait pas vu parce que c'est bien caché ou que c'est très très difficile à exploiter. Et du coup, on en remet une couche de durcissement là-dessus en bloquant, quoi. L'avantage, en plus, c'est qu'en faisant ces audits-là en boîte blanche, où on va regarder un petit peu toute la configuration ou tout le code, c'est que ça va donner un guide de bonne pratique qu'on peut répercuter sur les éléments similaires. C'est-à-dire, voilà, si nous, on va regarder la configuration d'un serveur Apache, PHP, MySQL, les recommandations qu'on va donner, elles resteront valables pour d'autres serveurs identiques, ou presque. Cette démarche de boîte blanche, alors là, je parlais de configuration, mais évidemment, après, on peut l'appliquer à plein d'autres choses. Des audits de code, par exemple, où on va prendre tout le code source et on va chercher dedans les points d'entrée accessibles à des attaquants ou des problèmes de sécurité connus liés à la cryptographie ou à la gestion des droits, etc.
Et puis on regarde tout ça et on donne des recommandations. Et si on veut continuer dans cette approche de boîte blanche, on peut même aller regarder jusqu'à l'architecture de la plateforme et de son environnement. C'est-à-dire regarder comment sont interconnectés les serveurs entre eux, les équipements réseau, quel type de filtrage ils appliquent, comment on route tout ça. Et ça peut être intéressant de regarder pour rajouter cette couche-là. C'est bon? Je peux partir serein? Bon, sur la technique, on est bien là. Il n'y a plus qu'à faire le reste. Globalement, ce qui serait pas mal, c'est oui, de prendre un peu de hauteur sur la technique et puis de plus faire rentrer la sécurité dans ton ADN, dans la façon dont toi tu travailles, dans la façon dont vous fonctionnez dans votre équipe. L'objectif, c'est plus de voir la sécurité comme un process qualité, comme les autres, plutôt que de venir rajouter une couche de vernis sécurité à la fin, qui au final est plus douloureuse et puis moins efficace. Alors, ce qui peut être intéressant, nous en sécurité, on a des normes compliquées avec des noms barbares qui servent à gérer des systèmes de management de la sécurité en interne, etc. Et il y a un credo qui revient souvent, c'est PDCA, pour planifier, développer, contrôler et ajuster. Et c'est un cycle en fait, c'est-à-dire ça donne une démarche d'amélioration continue du niveau de sécurité qui peut s'appliquer très bien à du développement applicatif. Donc ça, tu peux te l'appliquer. Et puis, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que toi qui souffres, hein, quelque part. Toi, tu as encaissé les audits, tu as corrigé en urgence parfois. Et ben, si tu es atteint ce niveau-là d'exigence pour toi, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas exigeant avec les autres aussi. Globalement, les couches applicatives que tu utilises, c'est bien aussi d'aller les chercher et de leur dire écoutez les mecs, ça c'est un problème de sécurité, ce serait bien de pousser un petit peu, qu'est-ce que vous m'offrez pour sécuriser ça. On parlait du phishing tout à l'heure. Se protéger du phishing, c'est pas toi dans ton coin avec ton écosystème personnel qui va permettre de bloquer ça. Peut-être que tes admins système et réseau, tu peux les challenger un peu et leur demander ce qu'ils peuvent apporter d'un point de vue de la sécurité. Et puis après, il y a les tiers encore plus loin, les hébergeurs. Quelque part, ton hébergeur, il n'y a pas de raison que tu ne lui imposes pas non plus des règles minimales et basiques de sécurité de ce que tu mets chez lui. Et les prestataires, etc. Donc c'est quelque chose que tu peux généraliser. Et ça, il n'y a pas de solution technique. Globalement, souvent, ça va passer par de la documentation ou de la contractualisation. C'est avoir en interne une politique de sécurité, puis des directives qui permettent de les appliquer. Et puis avec les contrats, avoir des plans d'assurance sécurité quand on choisit un fournisseur ou un prestataire. Ok, et donc la question c'est si on n'a pas ce fameux voisin de gauche, comment on s'y prend? Déjà, tu parlais de veille et de formation tout à l'heure. Sur la formation, tu peux former tes équipes de dev. Le développeur, par nature, c'est quand même quelqu'un d'assez curieux et qui aime apprendre. Donc, la sécurité, après tout, c'est un volet de son métier. Donc, sur le web, il y a des initiatives comme l'OWASP qui permettent de se former à la sécurité des applications web. Donc, c'est une association non-profit qui génère beaucoup de contenu. Alors, il y a des guides de sécurisation spécifiques à des technologies, il y a des bonnes pratiques. Enfin, même nous, côté Pentest, on est basé sur leur référentiel qui s'appelle l'OWASP Testing Guide et qui est un document qui présente toutes les techniques d'attaque connues aujourd'hui sur des applications web. Ça, sans le lire complètement, c'est une lecture qui peut être intéressante du point de vue d'un développeur pour savoir à quoi s'attendre sur l'application. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'Agence française de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui produit également des contenus de qualité et puis qui ont l'avantage d'être vraiment orientés en entreprise et pragmatiques, qui donnent des vraies solutions. Donc, si j'en prends quelques-uns au hasard, il y a comment j'intègre la sécurité dans mon processus agile. Et là, il y a un guide qu'ils ont rédigé complet, ils ont planché sur le sujet. Il y a sécuriser un site web en 10 étapes, les spécificités de la sécurité du langage Java, etc. etc. Et toutes ces choses-là, c'est présent sur leur site web, c'est l'État français qui les produit et c'est gratuit. Et récemment, ils ont eu aussi une initiative de formation en ligne, donc c'est des MOOC que vous pouvez suivre gratuitement, qui sont ouverts à tous. Ça s'appelle la SecNum Academy. Et c'est des modules qui prennent des volets de la sécurité et c'est vraiment orienté grand public et ça permet d'acquérir cette culture sécurité, des réflexes, des bonnes pratiques qui peuvent se répercuter après dans votre travail tous les jours. Ok, donc si je les forme, si c'est des gens un peu curieux, je peux les challenger aussi. Maintenant, ils comprennent les enjeux.
Mais carrément, hein, c'est assez intéressant, je trouve, de faire du hacking à des développeurs, en fait, parce que ça permet justement de voir d'une approche pragmatique, et puis même du point de vue de l'apprentissage, c'est quand même sympa d'essayer et de voir ce qui se passe. Et l'apprentissage, ça laisse une marque plus profonde. Nous, on utilise en interne des plateformes d'entraînement au hacking. Alors, il y a plein de choses en ligne qui existent et qui sont gratuites pour se former. Et puis, il y a des événements qui s'appellent des CTF. Il y en a eu un ici, il me semble, l'année dernière, où pendant une nuit ou un week-end, on va rusher sur des défis de sécurité pour remporter un maximum de points, etc., et arriver en tête. Donc, c'est que des petites épreuves de hacking. Et ça, l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment on attaque pour être préparé après. Et sur ces événements CTF, alors nous, on y va, mon équipe, on y va. Et en fait, on rencontre de plus en plus de gens qui ne font pas notre métier, quoi, qui ne sont même pas forcément dans la sécurité. On est allé au Brest CTF cette année, et en fait, parmi les meilleures équipes, il y avait des hébergeurs et des développeurs, quoi. Donc, c'est clairement pas des professionnels de la sécurité. Et puis après, tu peux pousser un petit peu tout ce qu'on a vu, quoi. Si tu veux les sensibiliser au phishing, tu leur envoies du phishing de temps en temps, hein, ça leur fera une petite piqûre de rappel. Ouais. On peut aussi intégrer, pour revenir sur les aspects qualité, revenir à l'intégrer les tests sécu aussi dans l'intégration continue. On fait du test unitaire, du test d'intégration en intègre. Pourquoi pas intégrer une dimension aussi sécuritaire dans l'intégration continue. Donc on envoie de la requête, on essaye de faire des choses un petit peu comment dire, malveillantes, et puis on s'assure que la plateforme est tient. On peut aussi tout simplement s'appuyer sur les résultats des audits, hein. Donc ça peut être aussi une bonne pratique. On se tape un audit, on se tape une série de vulnes, on les corrige. On met en intégration continue des tests qui nous assurent qu'on ne régresse pas le coup d'après, quoi. Ok, donc maintenant, mettons, je n'ai pas trop de sous et je veux parler au plus pressé. Et ben, le retour que j'en ai, c'est que quand même, le pentest, ça reste l'approche la plus pragmatique, quoi. Là, on prend sur une petite durée, une durée assez courte, une équipe d'experts qui viennent nous casser la baraque, j'ai envie de dire. Et donc, ils vont savoir très vite isoler les risques immédiats, quoi. Donc on est déjà sur une approche extrêmement pragmatique avec des budgets qui sont relativement raisonnables. Et on attaque, j'ai envie de dire, les sujets, les premiers sur le sujet d'urgence si on veut sécuriser une plateforme. Et si j'ai pas du tout de sous, donc là, il va falloir qu'on soit un petit peu plus proactif sur le sujet. Donc là, le numéro 1 du sujet, c'est déjà peut-être d'identifier un ou plusieurs référents sécu. Donc des gens qui vont avoir un petit peu de temps à louer pour se renseigner, pour s'assurer que nos techs elles sont pas trouvées, et puis qui va un petit peu monter en compétence dessus. Chez qui une cellule ou une personne chez qui les sujets sécu vont toujours passer pour qu'ils puissent un peu avoir de la veille et un avis dessus. Oui, il y a quelque chose d'autre qui est pas mal. Alors, c'est pas non plus un pentest complet, mais on entend de plus en plus parler de bug bounty. Donc, ça a déjà pas mal été évangélisé par Corben, hein, qui a monté une plateforme. Le principe, c'est comme les chasseurs de primes, mais pour les failles de sécurité. Donc, globalement, vous inscrivez votre application ou votre site sur un portail de bug bounty, et puis vous donnez des récompenses quand on vous remonte des failles de sécurité exploitables. Et du coup, n'importe qui peut chercher des vulnérabilités dans votre site, et plutôt que d'aller les publier ou de jouer avec ou de faire je ne sais quoi, vous le récompensez, comme ça vous patchez et vous gagnez un petit peu de sécurité à pas cher. Les bounties sur le bug bounty, c'est vraiment, je crois que les failles, c'est 50 €, je crois, les récompenses sur les premières failles. Donc en termes de budget, c'est vraiment très faible. Bon, après, ça peut monter souvent en fonction de la criticité. Mais l'avantage, c'est que ça va permettre de lever tous les bugs faciles à trouver ou tout de suite exploitables. Et ça, en fait, vous pouvez le faire, par exemple, en continu, donc avec un coût minime, et puis caler vos pentests, votre process d'audit, je ne sais pas, annuellement ou à chaque release, quoi, par exemple. De manière générale, en fait, l'idée, c'est aussi de capitaliser, hein. Le credo, c'est fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Donc, on a le droit de se faire casser une fois, ça peut arriver. Si on se fait casser 2 fois de la même manière, c'est un petit peu problématique, quoi. Donc, l'idée, c'est un petit peu d'intégrer cette hygiène de sécurité, cette dimension sécuritaire à l'échelle du développement pour essayer de s'améliorer et de rentrer dans un cycle d'amélioration continue comme on fait sur tous les autres aspects, sur la qualité, sur la conception, etc.
Bon, on a abordé pas mal de sujets là. On a fait un petit peu le tour de tout ce que tu peux faire. Tu te sens prêt là? T'es chaud pour la prochaine fois? Ouais, donc si je synthétise, en fait, on peut s'appuyer sur ce fameux PDCA et puis essayer de se rappeler de quelques éléments à mettre en place, quoi. Donc l'important déjà, c'est de rentrer la sécurité à l'échelle de la conception, quoi. La sécu, c'est pas quelque chose qu'on met à la fin, qu'on rattrape vite fait, mais c'est quelque chose qui doit rentrer à l'échelle de la conception. Et particulièrement au niveau de l'archi. Donc, et là, je parle de l'archi au sens large, on va être sur l'archi logiciel et puis aussi l'archi technique, hein. Donc, il faut savoir penser à la sécu à cette échelle-là. Il ne faut pas hésiter à faire des checklists. Donc, au fur et à mesure des différents pentests, des différents incidents de sécurité qu'on va avoir, on va tout un ensemble de corpus sécuritaire qui va se construire, qu'il va falloir savoir construire, enregistrer et puis mettre en place au démarrage des projets. Et puis, dans l'idéal, j'identifie un ou plusieurs référents sécurité qui va être en charge un petit peu de s'assurer que ça roule. Ensuite, pendant les phases de développement, déjà, je vais suivre les bonnes pratiques. Je les ai mis et sélectionnés en phase de conception, je les suis. Je suis attentif aux features que je développe. Quand je commence à parler de gestion de droit, de décloisonnement, de données sensibles, tout de suite, ça doit faire un ping chez moi et je vois soit avec mon référent, soit avec une équipe sécu s'il n'y a pas quelque chose à anticiper sur la prochaine release. Et puis je durcis mes confs. Donc voilà, je ne me contente pas de prendre le truc en vanilla, machin, je le pousse et puis c'est parti. Je commence un petit peu à regarder s'il y a des sujets conf là-dessus. Est-ce que dans les guides d'hygiène, dans les guides, dans les références, il y a des gens qui sont un peu penchés sur comment sécuriser les technos qu'on met en jeu. Ensuite, sur la partie contrôle, je vais commencer par monitorer mon appli. Donc effectivement, je ne la laisse pas partir dans la nature et puis j'attends que l'incident pète pour essayer de deviner ce qui s'est passé. Je me fous des sondes un peu partout pour regarder si jamais il se passe des trucs et des comportements anormaux. Et je les log au minimum, je les bloque et je les log afin d'essayer un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe. Je teste régulièrement mon appli. Alors dans l'idéal, j'arrive à lancer un petit peu de pentest. Pourquoi pas aussi se faire un bug bounty de fond. La question étant toujours de la capacité à pousser une appli sur le bug bounty, on est d'accord. Mais bon, si on a l'occasion, pourquoi pas y aller. Et puis j'intègre la discipline de test sécuritaire dans les tests unitaires et dans l'intégration continue. Donc j'essaye un petit peu de tester, de ne pas ignorer cette dimension dans la partie de mes tests. Et enfin, je réagis. Donc je réagis, ça veut dire quoi? Déjà, je me mets en veille. J'essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe sur les frameworks que j'utilise, et même plus généralement au niveau de la cyber. Il y a des fois des choses, là il y a des questions qui se posent sur les aspects Facebook qui s'est fait avoir il n'y a pas longtemps. Bon, il y a des questions qui se posent sur leur plateforme d'authentification vis-à-vis des applis interconnectés avec. Donc si jamais il se passe des événements comme ça, je les analyse et je vois comment ça me concerne. J'essaie de voir s'il faut réagir. Je réagis et j'adapte mes cycles de dev si jamais j'ai un incident. Donc que ce soit un incident concret, c'est quelque chose sur la plateforme, il faut tout de suite savoir réagir. Et ou en retour de pentest, il faut aussi savoir, ou même durant le pentest, si on a une faille critique qui apparaît, je réagis, j'attends pas le truc passer et puis on verra bien. Et puis, globalement, je forme et je laisse se former mes développeurs sur la dimension sécu. Donc, je pousse des inputs et puis je leur laisse un petit peu de temps pour se documenter là-dessus. Il faut aussi qu'ils prennent conscience. C'est comme sur plein d'autres aspects. Je rebondis encore sur la qualité ou tout autre aspect comme ça. C'est aussi une prise de conscience au niveau du développement qui va permettre d'améliorer en général le socle logiciel sur lequel je m'appuie. Et donc, quand j'ai fait tout ça, je pense qu'on a déjà pas mal balayé les sujets. On est bien. Voilà, donc merci de votre attention. On a un petit peu d'avance.